Comment est votre blanquette? J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Nous changeons totalement de sujet et d'univers. Nous sommes avec Pierre Juston, doctorant en droit public. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à toi de m'inviter. Deuxième fois ou troisième fois, je sais plus. Deuxième fois. Je sais plus. C'est ma deuxième fois. C'est la deuxième. Comment ça va? Première question qu'on pose maintenant depuis qu'il y a eu ce Covid. Très bien, il fait chaud, on a le droit de sortir, on peut enlever le masque quand on est à la radio et en terrasse. Parce qu'on est loin, je tiens à préciser, parce qu'on est assez loin, c'est aéré, il y a des ventilateurs partout. Voilà, en fait, ils sont dirigés loin. Donc voilà. Bon, on va commencer direct par des sujets. On va parler laïcité et droit de mourir aussi dans la dignité. C'est des sujets extrêmement importants et qui font débat, qui vont faire débat encore pendant longtemps, on imagine. Et c'est bien que ça débatte. C'est vrai qu'il y a de tout, des pour, des contre, des je ne sais pas, de quoi vous me parlez? Qu'est-ce que c'est la laïcité? On va y revenir. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé ce lundi, hier, un plan de formation à la laïcité sur 4 ans pour tous les enseignants dès la rentrée de septembre, suivant ainsi les préconisations d'un rapport de l'ex-général de l'éducation Jean-Pierre Aubin. Ce sera 1000 formateurs issus de toutes les académies et de tous les départements qui vont bénéficier de cette formation intensive. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une excellente chose. Ça fait longtemps que, en tout cas, les personnes qui travaillent sur la question de la laïcité mettent l'accent sur le fait que, malheureusement, les agents publics ne sont pas suffisamment formés au principe de laïcité. Et pourtant, c'est eux qui, finalement, le mettent en œuvre dans leur action, lorsqu'ils sont fonctionnaires. Évidemment, pas dans leur vie privée, mais lorsqu'ils sont fonctionnaires, en tous les cas, ils se doivent d'être neutres et de respecter le principe de laïcité. Donc, c'est eux, d'autant plus à l'école, qui vont le transmettre aux générations futures, en tout cas l'expliquer et expliquer l'intérêt de ce principe républicain pour pouvoir effectivement vivre correctement ensemble dans notre société. Donc c'est une très bonne chose. En réalité, ça découle d'un amendement qui est passé dans la loi, vous avez dû en entendre parler, qu'on appelait loi séparatisme pendant un temps, qui s'appelle la loi de respect du principe de la République, et qui exigeait en tous les cas, et donc elle sera bientôt votée cet été, qui exige que tous les agents publics, y compris ceux de l'éducation nationale donc, soient formés au principe de laïcité dans leur carrière, que ce soit dans leur formation initiale ou dans leur formation continue. Et donc Jean-Michel Blanquer avait notamment chargé Jean-Pierre Aubin, qui était connu pour un premier rapport dans les années 2000, de faire un nouveau rapport aujourd'hui qu'il a rendu donc récemment pour expliquer les lacunes qu'il y avait en termes de formation laïcité. Et donc c'est ce qu'il a fait. On s'est rendu compte du nombre de lacunes qui pouvaient exister, et donc la formation dès la rentrée sera faite pour un objectif de 4 ans, si j'ai bien suivi ce qui était dit par le ministre de l'Éducation nationale, pour des formations pour tous les agents de la fonction publique, du service public de l'éducation dont il a la charge. Comment ces agents le prennent cette nouvelle en tout cas, ce travail en plus? Moi qui suis formateur laïcité depuis plus de 8 ans, et notamment dans l'éducation nationale, particulièrement dans notre région, mais ailleurs, je me rends compte que beaucoup, en tout cas d'enseignants, beaucoup de conseillers principaux d'éducation, beaucoup également d'agents qui sont à la cantine, qui font vivre les établissements scolaires, que ce soit dans les lycées ou dans les collèges, demandent en tout cas des formations là-dessus. Alors ça peut pas paraître forcément urgent, mais on se rend bien compte, depuis notamment l'assassinat de Samuel Paty, on m'avait reçu, je crois, peu de temps après, justement, tout l'intérêt qu'il y a particulièrement dans l'éducation nationale, en tout cas à ce qui est ces formations et qui est un corpus commun et un minimum commun par tous les agents du service public pour éviter les couacs, les problématiques, et pour qu'ils puissent transmettre aux citoyens de demain l'intérêt de ce principe. C'est nouveau tout ça. Moi je me rappelle quand j'étais au collège, c'était il n'y a pas si longtemps, je vais faire mes 30 ans la semaine prochaine, en fin de semaine, je ne sais plus, mais voilà. C'est nouveau tout ça. On parlait plus de religion, au contraire. Je dis pas que c'était tabou, mais je disais plus qu'on s'en foutait, ça restait à la maison. Et là, malheureusement, avec tout ce qui se passe, ça revient sur le tapis en 2021. Pourquoi? Quoi penser? Pourquoi? On a à peu près le même âge. J'ai à peu près vécu la même chose dans un lycée toulousain. La réalité, c'est que depuis la fin des années 80, donc c'est pas nouveau. Il y a ces débats-là qui sont sur la place publique, en tout cas en France particulièrement. Mais on connaît depuis quelques années, en tous les cas depuis, je dirais, la fin des années 2000 et le début des années 2010. En tous les cas, un contexte nouveau, malheureux, notamment avec des attentats qui sont commis au nom d'une religion principalement. Et donc ça, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas ça, nous, quand on était au début des années 2000 ou fin des années 90 à l'école, au collège ou au lycée, ce genre de contexte un peu difficile. Et donc évidemment, ça en tout cas recristalliser les débats qui pouvaient y avoir déjà depuis longtemps et depuis la fin des années 80
sur la question de la laïcité. Donc ça s'explique très bien, et malheureusement aujourd'hui la question de la racialisation des débats, on entend de plus en plus parler de race par des gens qui d'ailleurs se réclament plutôt de la gauche ou de l'extrême gauche, ce qui est assez nouveau puisque la gauche et l'extrême gauche étaient plutôt pour la disparition de ce mot dans le vocabulaire, dans les luttes justement contre le racisme. Et donc aujourd'hui il y a un nouvel antiracisme qui existe de plus en plus, qui nous vient notamment des États-Unis et qui envisage les choses de manière totalement différente dont on les envisageait avant. Comme tu le disais très bien, avant il y avait cette espèce d'indifférence, on se fichait un petit peu de savoir le camarade ou le copain de quelle religion il était. Alors bien sûr il y avait des phénomènes de racisme, il y avait des phénomènes de rejet vis-à-vis de tel ou tel sur les religions, mais ça restait finalement, moi de mon expérience sans doute parce que j'en ai pas été victime, mais ça restait quand même assez marginal et on s'en fichait un petit peu. Et aujourd'hui, avec la racialisation des débats, il y a ce que j'appelle moi une racialisation de la religion ou du phénomène religieux, et où donc du coup ça devient un phénomène très très important dans les débats de société. Est-ce que qui dit laïcité dit alors ne pas parler de religion, ou justement en parler, mais parler de toutes? Ah ben bien sûr, la laïcité n'empêche pas de parler de religion. Moi, je le dis même, y compris quand je viens dans les établissements scolaires où on a imposé aux usagers de ce service public, c'est-à-dire aux élèves, c'est eux qui sont les destinataires du service public de l'éducation. On leur a demandé d'être un peu plus neutre depuis la loi de 2004, qui leur interdisent de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse. Et en fait, ces élèves-là, à qui on a demandé effectivement de ne pas manifester leur appartenance religieuse, ne sont pas... j'oublie ce que je voulais dire, je suis désolé. Mais la question... Non, c'était voilà, la laïcité, c'est est-ce qu'on n'en parle pas de religion ou est-ce qu'on en parle? Oui, bien sûr. Voilà. Et donc moi, je leur dis souvent à ces élèves, même si on vous a interdit de manifester votre appartenance religieuse par des signes très visibles, vous pouvez en parler. Ce n'est pas un sujet tabou, bien au contraire. Vous pouvez en parler à l'extérieur entre vous. Ils le font d'ailleurs. Vous pouvez en parler dans l'établissement scolaire. Il n'y a pas de difficulté. L'important, c'est de ne pas faire de pression sur les autres et sur leurs camarades. Et ça, c'est un point qui me semble essentiel. Très important. Il y a Mélanie qui marque sur les réseaux, il y avait pourtant une vague d'attentats en 95 avec le métro parisien station Saint-Michel revendiqué par le GIA. Elle a tout à fait raison, Mélanie. Il y a eu quelques vagues d'attentats dans les années effectivement 90, mais c'était pas exactement le même contexte. C'est-à-dire qu'il y avait un contexte géopolitique et notamment cet attentat-là, un contexte géopolitique particulier. C'est le cas aussi aujourd'hui. Il y a des raisons géopolitiques des attentats qu'on connaît sur notre sol, mais pas avec l'intensité qu'on a connue depuis 2012, malheureusement, avec ce qui s'est passé avec le terrorisme IRA, dont on a reparlé dans l'actualité avec un leader politique récemment, jusqu'à aujourd'hui, où pratiquement chaque année, on a eu un nombre d'attentats. Qui parle d'incidents et non pas d'attentats. Par ailleurs. Mais si ça n'était que ça, je crois que les propos sont d'autant plus graves qui vont dans une dérive assez complotiste et qui m'attriste pour la personne et l'homme d'État qu'il aurait pu être. Mais qu'il a été, mais il a été quelqu'un qui a pesé dans bien sûr, il a été ministre. C'est quelqu'un qui a dérapé, peut-être à cause de cette folie Covid, de tout ça, on ne sait pas. Pour plein de raisons, y compris des raisons électorales, malheureusement, je trouve, et c'est tout à fait malheureux parce que c'était un républicain qui portait haut ces valeurs-là, tout en ayant une idéologie très marquée à gauche. Il l'a toujours exprimé avec un courant qui l'animait. Aujourd'hui, malheureusement, il s'est éloigné très largement et de ces valeurs et de ces principes-là qui doivent, à mon avis, être partagés par tout le monde. Oui, là c'est vrai que je me demande comment ça se passe dans son propre parti. Parce que les jeunes disent écoute, maintenant, t'es bien gentil, mais il faut arrêter de déconner. Sans doute. Est-ce qu'on peut parler de tout? Moi, on me dit que oui, qu'on peut parler de tout, de toutes les religions, qu'on peut blaguer, qu'on peut... Visiblement, non. Entre les procès d'un côté, les attentats de l'autre, l'affaire Mila... parce qu'on a des fois oublié qui a commencé à provoquer qui. C'est une ado qui est sous protection policière depuis 5 ans, je ne sais plus, depuis très longtemps, 4 ans. Je sais plus. Alors Mila, non, ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, 2 ans et demi, elle avait 16 ans et demi. Non, le 5 ans, c'est parce qu'elle se voit dans 5 ans peut-être assassinée. C'est ce qu'elle disait dans une émission sur TF1 récemment. C'est ça que j'ai mélangé les dates. Est-ce qu'on peut en parler? Moi, j'avoue que même là, d'en parler, j'ai pas peur. Mais je me dis, ça peut faire comme tu disais, on revient sur le fait de, on n'est pas tolérant parce qu'on parle de ça, parce qu'on débat sur ce sujet-là, comme s'il ne faudrait pas en parler et avoir cette crainte d'en parler. Pas de mourir, pas de se faire attaquer, ni menacer, mais en tout cas, se prendre des réflexions. Pourquoi vous parlez de ça Bien sûr. En fait, c'est devenu un sujet tabou et c'est malheureux. Et pourquoi c'est devenu un sujet tabou? En tout cas, moi, c'est un des points que je développe dans mes contributions récentes. C'est d'expliquer simplement
qu'on a racialisé vraiment la religion. C'est-à-dire qu'on en a fait un élément de l'identité subie. Je vais expliquer ça très rapidement. Oui. L'endroit où on est, le sexe qu'on a à la naissance, en tous les cas biologique, que ce soit homme, femme ou intersexe, puisqu'il y a des gens qui naissent avec deux sexes. Ou et d'ailleurs, demain, je tiens à le dire, mercredi, dans l'émission Et alors, l'émission LGBTQI+, qui est Radio Occitanie, ils parleront justement de l'intersexualité. Donc, ça très bien, parce que c'est un sujet qui est peu connu, mais en tout cas, peu importe le sexe duquel on est, après on peut en changer, mais en tout cas, on est d'un sexe à la naissance. Le fait de naître à tel endroit, à telle date, sont des éléments de l'identité subie qu'on n'a pas choisi. Moi, j'ai pas choisi de faire 1m74, j'ai pas choisi de naître à Toulouse, j'en suis ravi par ailleurs, mais c'est pas la question. Et après, il y a des identités choisies. Alors bien évidemment, les identités choisies, elles sont liées à des déterminismes familiaux, de contexte, etc. Mais il n'empêche que si on veut d'être peut-être d'avoir telle idée politique ou telle idée philosophique ou telle idée religieuse, parce que la religion est une idée, on l'oublie souvent, eh bien on peut la choisir, en changer ou encore, bien au contraire, aller encore plus loin dans telle idée religieuse. Et on oublie souvent que les religions sont des idées, donc ce ne sont pas des choses qui sont attachées à notre biologie, à notre être qu'on n'a pas choisi. Et à mon avis, il y a un problème évidemment vis-à-vis de ça. Tous les gens qui viennent insulter Mila, qui viennent la menacer de mort, n'ont pas compris qu'elle parlait d'une idée en soi qui existe et qui peut se décrocher d'eux. C'est pas toujours facile à expliquer, mais les idées, elles appartiennent au monde des idées. Donc on peut les insulter, on peut les moquer, et toutes les idées possibles. Voilà, moi je me suis jamais plaint, j'ai été 10 ans au Parti Socialiste ici à Toulouse, je me suis jamais plaint de socialistophobie quand quelqu'un se moquait du Parti Socialiste, et c'est un sport national aujourd'hui en France, et je le comprends bien. Donc voilà, mais c'est la même chose en fait. Donc les idées religieuses, elles ne jouissent d'aucune protection. Par contre, les personnes qui sont croyantes, elles ne peuvent pas être discriminées en raison de ces croyances. Mais là, on s'attache aux personnes. Et donc Mila, elle critique un dogme religieux avec ces mots d'ado de 16 ans à l'époque. Voilà, c'est débile. Mais menacer de mort quelqu'un qui... on est où Pardon. Ah oui, bien sûr. Menacer de mort, obligé de la protéger. Il y a eu des condamnations par rapport aux menaces sur Internet. Je crois que les condamnations n'ont pas encore été validées, mais il y a eu le procès effectivement avec 13 individus. Parce que, pour l'exemple. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez... Bon, on sait que ça passe par l'éducation, et c'est pour ça que c'est bien, effectivement, qu'il y ait des gens qui vont être formés à ça pour expliquer aux élèves. Mais bon, on est loin encore de... Est-ce qu'un jour, on va gagner cette... J'ai pas envie de dire guerre, mais en tout cas, ce sujet-là, est-ce qu'un jour, on dira, c'est du passé, maintenant, c'est acquis pour tout le monde? Ça va prendre du temps, parce que c'est par l'éducation, justement, qu'il faut vraiment expliquer aux élèves en quoi... on a tout à fait le droit d'appartenir à une religion, de pratiquer sa religion en France. D'ailleurs, c'est un des seuls pays, justement avec le principe de laïcité, où on peut pratiquer sa religion, mais par contre, il y a des règles qui font que les religions n'écrasent pas les non-religions des autres, ou n'écrasent pas les religions des autres, ou n'écrasent pas les idées politiques ou philosophiques des autres. Et la loi. Et donc, évidemment, il y a les lois à respecter de ce côté-là. Et encore une fois, à mon avis, il faut déracialiser, il faut débiologiser. Je vais pas y arriver. Mais il y a une biologisation de la religion, donc il faut la débiologiser. Je suis arrivé. Et faire comprendre aux jeunes, aux plus jeunes d'entre nous qui seront les citoyens de demain, que la religion est quelque chose qu'ils peuvent choisir, et donc ils peuvent en changer, et donc ils peuvent la choisir, et ils peuvent la développer, ou au contraire l'abandonner s'ils ont envie, et ça n'est qu'une idée. Et tout ça, vous l'expliquez très bien dans le DDV revue exactement. Donc vous pouvez retrouver bien évidemment. Je l'ai amené justement, effectivement. Il y a un article, et c'est une excellente revue. On peut montrer à la caméra un petit peu pour voir à quoi ça ressemble. C'est une excellente revue qui est faite par l'association antiraciste de la LICRA. C'est une vieille revue qui existait avant, Le Droit de Vivre, et qui a été relancée récemment. Et donc là, c'est le 3e numéro qui est sorti et qui se nomme Prison identitaire, par ici les sorties. Il y a beaucoup de contributions qui sont passionnantes. Vite fait, fin de l'Observatoire de la laïcité. On en pense quoi? Qu'est-ce que c'était exactement pour ceux qui ne savent pas? Alors l'Observatoire de la laïcité, ça a été créé par Jacques Chirac à l'époque, mais en réalité, ça a été simplement créé par décret, et il n'y a pas eu vraiment d'activité. Et c'est François Hollande qui a lancé un petit peu ce service du Premier ministre, parce que c'était un service du Premier ministre. Des fois, j'entends les membres de l'Observatoire, comme Jean-Louis Bianco ou Nicolas Cadenne, dire qu'ils étaient indépendants. Ils n'étaient pas indépendants, c'était un service du Premier ministre. Mais ils avaient cultivé une certaine indépendance d'esprit, il est vrai, on peut le reconnaître. Et cet observatoire, finalement, travaillait sur les questions de laïcité. Il était censé observer, c'était le nom, mais aussi intervenir, notamment dans la formation, et sans doute dans le débat public. Et il y a eu beaucoup de critiques parce que, notamment son rapporteur général, Nicolas Cadenne, était intervenu dans le débat public
à différentes reprises. Et dans le camp laïque qui se déchire, notamment à gauche, mais pas uniquement, eh bien, il est venu un petit peu sur le terrain politique, là où on l'attendait peut-être pas en tant que haut fonctionnaire dans cet observatoire. Et donc, il y a eu finalement des tensions qui se sont créées au niveau de l'observatoire. Il faut reconnaître quand même qu'il y a eu un travail qui a été fait. Il y a plusieurs rapports qui sont, je crois, toujours disponibles en ligne, qui sont intéressants pour les acteurs. Il y a eu beaucoup de formations qui ont été faites. Là, l'idée, si j'ai bien compris du gouvernement, c'est qu'ils ont créé un comité interministériel de la laïcité qui va donc remplacer l'observatoire et qui aura sans doute plus de moyens que l'observatoire. Et puisque l'ambition qui est affichée aujourd'hui du gouvernement, c'est d'aller beaucoup plus loin, de faire beaucoup plus de formations et de poursuivre cette œuvre-là. Donc c'est très bien. Hein, il n'y a pas les organes et les services du Premier ministre, ils évoluent et ils vont pas rester ad vitam aeternam, comme les personnes d'ailleurs, puisque je sais que ça fait beaucoup parler et beaucoup débattre. 8 ans, c'est un score honorable pour rester comme haut fonctionnaire sur un tel observatoire, je pense. Mmh. Nous sommes avec Pierre Justin en direct sur Radio Occitanie, 98.3 à Toulouse. De toute manière, pour ceux qui regardent sur les réseaux sociaux, parce qu'on est également en live sur Facebook, il y a toutes les fréquences ici si vous les voulez. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube. Faut se le dire. Nous sommes en compagnie de Pierre Justin. Un petit jingle, parce qu'on va séparer les deux parties. Celui que tu veux, je te laisse choisir. Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Kylian, à qui on souhaite bonne chance ce soir. Voilà, France-Allemagne qui joue. Allez, les Bleus, on fera un petit pronostic à la fin de qui va gagner. C'est la France de toute manière. On va parler de la fin de vie libre et en toute dignité. Il y a eu de l'actualité aujourd'hui. Atteint d'une maladie orpheline et incurable, Alain Koch avait demandé en 2020 à Emmanuel Macron une assistance active pour mourir. Il a bénéficié d'un suicide assisté aujourd'hui, mardi 15 juin, en Suisse. Toujours cet éternel débat. On a toujours un énorme cran de retard. Ah oui, énormément. En France, sur cette question-là, c'est assez malheureux, mais on est très en retard par rapport à beaucoup de voisins. On l'a vu d'ailleurs récemment, l'Espagne a passé le pas, le Portugal a passé le pas. Plusieurs pays, finalement, d'ailleurs très emprunts et d'une culture religieuse beaucoup plus importante que la nôtre, ont passé le pas. Et c'est un lien, hein, j'expliquerai pourquoi. D'ailleurs, les deux sujets peuvent avoir un lien. C'est un des grands combats laïques encore à mener. Et il faut que les gens puissent choisir pour eux-mêmes ce qu'ils ont envie. Alors c'est pas une question facile, bien évidemment, mais c'est une question, souvent j'entends, c'est une question personnelle qui me regarde. Ça, moi je suis d'accord avec cette idée, mais il faut un cadre qui permet aux gens de choisir et de dire, moi mon choix personnel c'est celui-ci ou celui-là. Mais aujourd'hui on en est encore à dire, il faut mettre le cadre pour permettre aux gens de partir comme ils le souhaitent. Moi je suis délégué de la DMD, donc l'association pour le droit de mourir dans la dignité, donc Jean-Luc Romero que vous avez reçu il y a pas si longtemps. Qu'on va écouter d'ailleurs. Qu'on va écouter. Si vous voulez bien. Très bien. On va l'écouter. Jean-Luc Romero, c'est le son. Romero. Il faut monter aujourd'hui la pression parce que on peut plus sur cette question de ne pas entendre les Français. Vous savez, moi je suis un militant de la lutte contre le sida d'abord qui a vu, quand j'avais 25 ans, 30 ans, mourir plein de mes amis à 20 ans, 25 ans, 30 ans, dans des conditions absolument terribles et qui a été donc très conscientisé par cette question parce que moi j'aime la vie, je vis avec le VIH depuis 32 ou 33 ans, je sais ce que c'est aussi la souffrance, mais je sais qu'il y a un moment, quand la vie n'est plus de la vie, il faut savoir entendre les personnes. Quand il n'y a plus d'espoir, que les souffrances sont terribles, les douleurs physiques, les souffrances psychiques, il faut écouter les personnes. Et aujourd'hui, on voit que les Français sont prêts, puisque 9 Français sur 10 dans tous les sondages sont favorables à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, que de plus en plus les politiques que nous ne entendons pas y sont, puisqu'on s'est rendu compte avec le texte Falorni à l'Assemblée nationale qu'une majorité, puisqu'ils ont pu voter un article qui indique que la majorité, c'est-à-dire plus de 300 députés, sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Et je pense que maintenant, voilà, Emmanuel Macron, c'est-à-dire pour ça qu'on a fait une pétition sur change.org pour demander à Emmanuel Macron de permettre un texte sur la fin de vie, doit aujourd'hui nous entendre. Et ce qui s'est passé avec la Covid, celles et ceux qui, comme moi, ont perdu des parents, des proches de la Covid, savent comme dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, de solitude, de souffrance, on ne peut plus accepter aujourd'hui que la personne en fin de vie, notamment, soit pas au centre des décisions. Jean-Luc Romero, donc, qui était passé au micro de Clément Pêche pour l'émission Et alors. Oui, c'est. Il est venu justement parce qu'il était sur les marchés avec nous. On a essayé de sensibiliser, notamment les élus qui font campagne actuellement pour les régionales et départementales, mais aussi tous les citoyens à rédiger leurs directives anticipées et à faire connaître notre combat. Que dire après Jean-Luc, il a tout dit sur ce combat-là. Mais ce que j'allais dire, moi, c'est qu'en tant que délégué de la DMD, moi, Alain, je le connais, enfin, je le connaissais, on s'était rencontrés plusieurs fois. Il habitait Dijon. C'est assez terrible de voir que des citoyens français, pour mourir,
doivent aller s'expatrier dans d'autres pays. C'est assez terrible. Lui, en plus, qui était un militant politique, qui aimait énormément son pays, s'est retrouvé contraint d'aller mourir en Suisse et de payer pour aller dans un autre pays pour mourir, parce que aujourd'hui, cette question est sensible et qu'il y a un certain nombre de lobbies qui ne veulent pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale passe une telle loi. On l'a vu, Jean-Luc a parlé de la loi, de la proposition de loi Olivier Falorni qui a échoué. Alors elle n'a pas échoué parce que les députés étaient largement défavorables. Ils étaient très très largement favorables. Il l'a dit tout à l'heure, mais parce qu'un carteron de quelques députés très à droite, soumis à un lobby, notamment parmi les lobbies religieux. C'est pour ça que je fais le lien avec la première question qu'on a traitée. On fait de l'obstruction parlementaire pour éviter que la loi passe et que les gens puissent choisir pour eux-mêmes ce qu'ils ont envie. Ce qui est assez terrible. Et je rajoute ce que dit Jean-Luc. Les sondages, ça fait 10 ans qu'on en commande, ça fait plus de 10 ans qu'il y a ce débat-là. On a connu l'affaire Vincent Humbert, l'affaire Vincent Lambert, l'affaire Chantal Sébir, l'affaire Alain Coq. Et encore une fois, ce sont des cas médiatiques. Je pourrais en citer plein d'autres, des cas médiatiques. Mais moi, en tant que délégué de l'ADMD, là, ici, en Haute-Garonne, des cas comme ça, j'en ai tout le temps. C'est dingue. C'est d'entrave à la liberté de chacun. Surtout que les gens, comme vous le disiez, le veulent en grande partie, que ce soit autant la gauche que la droite, peut-être un peu moins religieuse, mais je connais beaucoup de gens de droite qui me disent mais bien sûr, il faut absolument accepter ça. Je veux dire, ça regarde chacun. D'ailleurs, Marine Brégnier, qui est dans le Parti Les Républicains, qui est une députée du Parti Les Républicains, elle avait voté pour, elle avait entraîné beaucoup de députés, y compris de droite. Donc là, il n'y a pas de couleur politique. D'ailleurs, dans cette association, on a des militants qui vont de l'extrême gauche et l'extrême droite, des gens qui sont apolitiques, c'est pas la question. Simplement, effectivement, malheureusement, aujourd'hui, on a un blocage là-dessus. Et c'est terrible parce que la majeure partie des Français, ils le réclament. Et quand on voit des proches, et malheureusement, quand on est amené à voir des proches souffrir atrocement dans leur fin de vie, on est sensibilisé à cette question. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde souffre en fin de vie, ça ne veut pas dire que c'est complètement une liberté pour tout le monde, n'importe quand. Il y a des règles très précises, très encadrées. On voit ce qui se passe en Belgique, ça se passe excessivement bien, il y a beaucoup de règles, beaucoup de vérifications. Il ne faut pas croire que bénéficier d'un suicide assisté, le mot fait peur sans doute, ou d'une euthanasie. On se dit j'ai envie de mourir. Non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas les cabines à suicide comme dans Futurama, c'est pas du tout la question. Il s'agit de gens qui sont vraiment en fin de vie, dont le pronostic est évident, les personnes vont mourir dans quelques semaines ou dans quelques mois ou dans quelques années, mais très peu d'années. Et donc, ce pronostic, évidemment, est engagé par un collège de médecins. Et il faut qu'ils aient évidemment cette volonté-là. Si la personne n'a pas la volonté ou que ça n'est pas clair ou qu'elle aurait des pressions, d'ailleurs, les pressions sont vérifiées. Il peut y avoir des proches qui peuvent faire des pressions parce qu'elles ont intérêt, malheureusement c'est la réalité, à ce qu'une personne meure. Mais ça c'est vérifié également. Donc il faut un cadre qui soit évidemment un cadre très strict pour faire attention parce qu'il ne s'agit pas de n'importe quoi. Mais par contre, une fois que ce cadre est posé, ça permettrait aux personnes au moins qui peuvent le choisir, parce qu'on ne peut pas toujours choisir sa mort, de pouvoir partir en paix et éviter des souffrances qui peuvent être parfois, je vous le dis sincèrement de mon expérience de gens que j'ai accompagnés, extrêmement indignes. Voilà. Bien sûr. Il y a, comme c'est un sujet de plus en plus médiatisé, notamment peut-être aussi les réseaux sociaux qui jouent beaucoup, on peut faire des sondages très facilement maintenant. Il y a une autre personnalité qui s'est exprimée, le fils Bedos, Nicolas Bedos, qui a dit exactement dans l'Obs, disant que son père voulait mourir autrement. Et c'est vrai que c'est quand même horrible de se dire que dans un pays comme le nôtre, qui a été le pays des Lumières, on prend toujours du recul, j'ai l'impression. On est le pays du recul, on prend pas de risque. Que ce soit pour les masques, on prenait pas de risque, les vaccins, on prend du recul, l'ouverture de tout, on prend du recul. Pour la mort assistée, parce qu'on est en fin de vie, parce qu'on sait qu'on va mourir, qu'on va souffrir. Il y a même des gens qui disent, moi je vais vivre jusqu'à tel âge parce que je sais que ça va se dégrader sévèrement. Voilà, c'est encore autre chose. Mais bon, c'est aussi sur le tapis, on commence à le voir beaucoup. C'est passé dans Balance ton poste, je crois, une fois où une dame était venue et en disant voilà, moi j'ai prévu dans tant d'années d'aller en Suisse aussi. C'est quand même dingue qu'en France on ne traite pas ce sujet. Bien sûr. Mais il y a le pays des suiveurs, j'ai l'impression. Il faut qu'il y ait une volonté politique forte aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour qu'à l'Assemblée nationale, à l'ordre du jour, il y ait une proposition de loi qui permette enfin à chacun et à chacune de choisir sa fin de vie. Guy Bedos était un grand militant de la fin de vie, un grand militant de la DMD. Il était dans notre comité d'honneur. Avec d'autres personnalités comme Lynn Renault notamment qui sont assez connues, et donc il y a beaucoup d'artistes qui s'engagent. L'association de la DMD, c'est pas une association d'artistes ou de gens du show business. Mais bon, on a plus de 75 000 adhérents.
Bien sûr. c'est ça. Mais on a des personnalités qui s'engagent dans le débat public. Je pense à Olivier Mine, par exemple. On va avoir une tournée avec les jeunes de la DMD, comme on fait chaque été en juillet. On va faire le tour de France dans plusieurs villes. Alors, on passe pas à Toulouse parce que ça fait plusieurs années qu'on est passé toujours à Toulouse. Elle a été une ville un peu privilégiée par rapport aux autres. On va refaire notre tour de la DMD bientôt. Olivier Mine, qui est notre parrain de la DMD Tour, je pense à lui. Voilà, c'est une personnalité qui est plutôt appréciée et qui, effectivement, s'engage aussi comme plein d'autres personnalités. Guy Bedos, c'était son cas. Et je suis ravi que son fils, même si c'est dans ces conditions-là, avec l'épreuve qu'il a subie, ait pu signer les beaux textes qu'il a signés, et si ça peut permettre de sensibiliser beaucoup de personnes à notre combat. On arrive en fin d'émission. Où est-ce qu'on peut prendre tous les renseignements? Quelle va être la suite pour vous? Parce que tout plein d'activités, suite personnelle, professionnelle. Pour l'instant, je suis en fin de thèse, donc je suis plutôt focalisé sur cette fin professionnelle, comme on dirait. Et puis on verra la suite. En tous les cas, sur la DMD, vous pouvez tout à fait me contacter et contacter la DMD sur son site. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur la Haute-Garonne, si vous êtes en Haute-Garonne notamment, ou dans n'importe quel département d'Occitanie. Vous avez votre référent à DMD, votre délégué. Donc si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter de ce côté-là. Puis suivre l'actualité sur la laïcité. Je suis assez productif de ce côté-là. C'est vrai. Donc normalement, on voit partout. il est possible de voir certains de mes papiers pour savoir ce que je pense là-dessus.